Drame rapide en avant. Ouais, c'est pas un épisode de fin que j'ai trouvé grandement réussi. Il passait, mais pas grandement réussi. Donc, alors que Kelmac et Minator retournent dans leur base Olmec, ils sont plus que deux. Donc ouais, apparemment leur vaisseau est automatisé, il les a ramassés en chemin. Ils sont sortis pour être ramassés 10 pas plus tard par leur vaisseau. Je sais pas, c'est pas montré quoi. On les montre direct dans leur base. Donc, donc voilà, on peut que s'imaginer comment ils sont entrés là et je vais prendre la solution logique, hein, c'est-à-dire que leur vaisseau les a pris et ils se sont rendus très vite, sinon ça n'a aucune logique. Enfin bon, ils ont toujours pas été vus par les autres alors qu'ils auraient logiquement dû être repérés, mais c'est pas grave. Et il n'y a personne, bien entendu, qui est resté pour surveiller le coin. Évidemment, là aussi, c'est pas grave, hein, évidemment. Donc, il y a Amenator qui dit à Kelmac de mettre le générateur, le grand trésor mu dans leur générateur central à eux. Ce qu'il fait, alors ça colle pile poil, c'est exactement les mêmes dimensions, etc. Donc ouais, ils savaient exactement à quoi ça ressemblait, de quoi ça avait l'air. Par contre, ils ne savent pas qu'il y a un espèce de mécanisme pour le maintenir stable, comme on le verra. Mais il sait que c'est exactement le même truc, le même objet, qui a la bonne forme, etc. Donc là, ils savent certaines choses, mais pas tout. Voilà, hein, on va pas questionner ça, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc étant donné qu'il n'est pas complet ce truc-là, il n'y a pas le vase de Tao pour stabiliser ça. Et ben, au début, ils se disent, ouais, c'est bien parti, on va y arriver. Il nous reste plus qu'à reprendre les enfants, à nous deux. Ouais, on va vraiment y arriver. Je veux dire, vous êtes plus que deux, il n'y a plus personne. C'est des ruines, votre base, oui, vous allez vraiment arriver à prendre les enfants. Et à nouveau, pour ce que ça apporte, ça ne servait absolument à rien, cette histoire de besoin de cellules d'enfants, étant donné qu'ils crèvent comme des merdes juste après ça, puisque voilà, à nouveau, c'est pas stabilisé ce truc-là. Et donc, ouais, leur base commence à s'effondrer totalement, et eux, ils sont pris dans l'éboulement, et ils meurent un peu comme des merdes, comme Marinche, Teteola et le docteur. Voilà. Hein. Voilà, c'est ça le truc dans la montagne du rocher fumant. On tue les méchants comme des merdes, en fait. C'est la spécificité du coin, on va dire. Hein. Donc, pendant ce temps-là, on montre nos autres personnages qui sont dans la Cité d'Or. On a d'un côté Gaspard et Gomez, j'en reparle rapidement parce que ça sert à rien ça aussi. Gaspard et Gomez qui prennent tout un tas de morceaux d'or là qui peuvent, par rapport au fait que oui, la ville a été partiellement détruite. Et donc il y a des tas et des tas de petits rochers d'or ci et là. C'est pratique ça, sans faire gaffe à qui que ce soit. Et plus tard, on les verra essayer de quitter la Cité d'Or, mais à cause des tremblements qui vont survenir à cause de la machine dans la montagne du Rocher Fumant, et ben leur barque va tomber à la mer et ils n'auront plus rien. Voilà, je garde le coup des barques en tête parce que c'est important ça. Hein, on va garder ça en tête, le coup des barques. Hein. Donc ouais, c'était leur contribution. Bien content de les avoir eu, ces deux-là. En gros, leur seule contribution réelle, ça s'est arrêté au moment où ils ont aidé les enfants à reprendre le Grand Condor. Après, ça a été du remplissage pour rien. Ils ont servi à rien du tout. C'est vraiment dommage de ne pas avoir su exploiter vos personnages qui réapparaissent comme ça, quoi. Tout était centré autour des Olmecs. Ça va être mon gros problème avec cette dernière partie de saison. Hein. Je ferai ça dans le bilan à la fin de la vidéo. Donc oui, ceci n'ayant servi à rien, on passe au grand prêtre qui explique à notre petite compagnie comment c'est censé fonctionner ce truc-là. Donc il sait que le fameux générateur mu n'est pas stable sans le vase magique. C'est pas un vase techniquement, c'est juste une clé, hein, mais ça ressemble à un vase, donc je veux dire vase à nouveau, qui permettrait donc de stabiliser le truc. Et donc, ouais, à cause de ça, le générateur mu va être instable tout le long, quoi. Il va pas s'arrêter juste en faisant s'effondrer la montagne. Il va aller de plus en plus loin sous le sol. Il va créer de plus en plus de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques. Et au bout d'un moment, ça exterminera toute la vie sur Terre avec tous les gaz nocifs qui seront relâchés, etc., etc.
Voilà, donc, Armageddon, quoi, hein, carrément, carrément. Donc ouais, le truc à faire, ce serait quand même de se manier, d'y retourner pour mettre ce vase à l'intérieur, etc. Et c'est là que oui, que les barques entrent en jeu, parce que on est bien conscient que là, la Cité d'Or se trouve sur une île. On est bien d'accord. Et on a vu deux barques, ce serait certainement pour faire partir les différents prêtres et tout qui s'y rendent. Mais on ne le montre pas, ça. On montre pas comment ils passent de l'île à la terre ferme qui leur permettrait d'accéder à la montagne. Donc, ouais, la seule chose que je peux me dire, c'est que ils avaient plusieurs barques dans un autre coin de l'île qu'on n'a pas vu. Mais étant donné qu'on n'en parle pas du tout, c'est le genre de choses qui auraient mérité d'être un petit peu précisées. Genre rapidement montré, histoire de dire, voilà, on en a d'autres. Je demande pas la lune, hein, je demande juste genre 5 secondes pour ça, vous voyez. Mais là non, quoi. La façon dont c'est mis en scène, on a quasiment l'impression qu'il se téléporte sur la terre ferme, quoi. Et oui, niveau mise en scène, il y a pas mal de choses à redire, ça c'est clair aussi. Puisque, alors, pendant que le grand prêtre est escorté pour se rendre à la montagne et que Tao, Esteban et Gia les suivent, on finit par connaître la backstory du personnage. Oh punaise, celle-là elle est bien. Et le personnage en fait se trouve être le fameux prophète voyageur dont Esteban a parlé dans l'épisode précédent et qui à nouveau, je sais pas d'où ça sort ça, à quel moment on a vraiment évoqué un prophète voyageur et à quel moment Esteban s'est dit ah ça va forcément être mon père. J'ai dû louper, j'ai dû louper un détail là, mais vraiment. Et donc, alors qu'il en reparle au grand prêtre, il y a Mendoza qui lui est resté en arrière et qui décide de poser des questions aux prêtres qui sont restés surveiller la cité d'or qui va s'effondrer pour une raison X qui est jamais précisée. Ah oui, je le dis rapidement, mais à la fin, la cité d'or est complètement effondrée, on peut plus y accéder parce que je sais pas. On voit rapidement à un moment donné quand un tremblement de terre s'élargit et que ça crée des failles au sol, que ça s'allonge vers la portion de le coin d'eau, le ruisseau qui entoure l'île, mais ça signifie pas une seule seconde que ça va tout engloutir et qu'il y aura plus rien. C'est pas comme ça que c'est montré. Enfin bref, Mendoza parle au prêtre et il lui raconte qu'en fait leur grand prêtre n'est pas réellement leur grand prêtre, puisqu'ils ont eu un grand prêtre avant qui est mort il y a 3 ans, et il a pris sa place, le gars, sachant que oui, vous vous attendiez à quoi, il fallait bien le remplacer au cas où il meurt, hein. C'est vous qui avez décidé ça, donc d'un point de vue technique, c'est toujours votre grand prêtre. Ou alors vous étiez dans la minorité, les autres ont dit ouais c'est bon, on est d'accord pour lui, mais moi, nous 4, non on veut pas. Ouais je dis ça parce qu'il y a 4 gars qui disent non c'est pas vraiment notre grand prêtre. Ok, donc peut-être que c'était ça, hein, à nouveau, hein, on est obligé de s'imaginer puisque on développe rien. Et donc il raconte que c'était le fameux prophète voyageur, ce grand prêtre, étant donné que Esteban a cette intuition que ce prophète voyageur serait son père, et il a bien raison. Alors, c'est jamais dit explicitement, mais c'est clairement insinué. Et quand je dis clairement, vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Il y a donc le grand prophète, enfin le grand prêtre, qui ne lui dit rien à Esteban. Je comprends pas pourquoi il lui a rien dit au départ. Maintenant, je comprends pourquoi il lui dit rien. Mais il lui a rien dit au départ. Pourquoi, au moment où ils se sont retrouvés, il n'a pas dit à Esteban qu'il était son père? Voilà, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas un danger d'extermination imminente, il voulait pas épargner ses sentiments à ce moment-là, il aurait pu se dire, oh, punaise, moi j'ai retrouvé mon fils dans mes bras, fiston, quoi, au début. Non, il l'a pas fait. C'était un peu bizarre, ça, je comprends pas pourquoi il a pas fait ça au début. Bon, maintenant je comprends, il est dans une situation où il sait qu'il va se sacrifier et donc il veut pas rajouter de la peine à Esteban. Donc c'est un moment relativement joli, mais voilà le problème. Donc on a ce passage-là. Donc on a ce passage-là où le grand prêtre dit que le prophète voyageur est parti, il sait pas où il est. Mais il pensait beaucoup à son fils perdu, etc. Et il lui met la main sur la joue en disant c'est au revoir et il dit maintenant vous devez partir, il n'y a plus que moi qui peut m'occuper de ça puisque maintenant tout s'écroule, etc. C'est trop dangereux. Et donc ouais, la seule personne vraiment active dans cet épisode, faut dire ce qui est, c'est le grand prêtre, le père d'Esteban. Et donc voilà, il se rend au cœur de la montagne en suivant tout un chemin, en prenant un peu feu à cause de la chaleur. Ouais oui non mais il y a ça, hein, vraiment, ses vêtements commencent à prendre feu. Le mec, vas-y que j'en démords pas, je continue.
putain de Warrior, sachant qu'il s'est fait poignarder le ventre à l'épisode précédent, je rappelle, hein. Quand même. Et le type, donc, se rend auprès de la machine, après tout un tas d'efforts pour y arriver, il arrive à la stabiliser avec la clé, le vase. Et ça sous-entend clairement qu'il crève, hein, puisque voilà, son masque finit par se décoller. Ouais, le mec il est envoyé valdinguer derrière. C'est-à-dire, son masque finit par fondre à cause de la chaleur. Son masque qui est genre à 30 cm, 30 centimètres plus près de la machine que lui. Donc c'est un peu évident qu'il crève. Hein. Esteban donc a perdu son père sans le savoir, même si il a senti un micro-lien entre lui et ce grand prêtre au moment où il l'a quitté. Et alors, c'était histoire de faire une conclusion à un peu tout ce qui a été abordé, instauré dans cette série. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je suis sûr que ça aurait pu m'émouvoir réellement si ça n'avait pas été balancé dans le dernier épisode. Vraiment. Je sais pas, hein, et reprenez-moi si vraiment j'ai loupé quelque chose à ce niveau-là, mais cette histoire de prophète voyageur qui serait forcément le père d'Esteban, à quel moment on a insisté là-dessus? À quel moment Esteban s'est dit, ah c'est forcément cette personne-là mon père? Je comprends pas, je comprends vraiment pas d'où ça sort ça. Donc le fait qu'on insiste là-dessus, qu'on montre le père d'Esteban, qui regrette de ne pas avoir su nouer le lien avec son fils parce que le temps lui a pas permis, sur le papier c'est très joli. Dans l'exécution ça va trop vite pour que je ressente grand-chose. Après, même si la mise en scène est un peu trop rapide, l'exécution est assez efficace, je vais pas le nier. Ça m'a un petit peu ému, pas énormément, c'est dommage parce que je sens qu'il y avait moyen de vraiment m'émouvoir par rapport à ça. Et donc la machine est stabilisée, la cité d'or a été engloutie, je crois, il ne précise pas exactement. Mendoza a pas été con et a su prendre un peu d'or avec lui, comme ça ils auront de quoi être riches à leur retour. Esteban, Tao et compagnie décident de repartir à l'aventure avec leur grand condor en laissant Mendoza et les autres derrière. Il n'y a même pas Mendoza qui leur demande est-ce que vous pourriez nous ramener à Barcelone? Parce que je suis sûr qu'il serait. Je suis sûr qu'il serait d'accord. Hein. Je sais qu'il y a eu quelques déboires entre vous, mais vers la fin, t'as quand même été très utile, t'as été très amical envers eux, tu les as beaucoup aidés, Mendoza. Bon, les deux autres, c'est discutable, mais bon, ils viennent avec toi, ils font partie du lot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà. Si tu pourrais leur demander, je suis sûr qu'ils accepteraient. Mais non, Mendoza, dans sa grandeur d'âme, leur dit c'est bon, faites bon voyage, nous nous retrouverons. Et ils expliquent pas comment il va rentrer à Barcelone avec son sac d'or, etc. Je sais pas, il va demander il va demander aux Incas de lui construire un bateau. Je sais pas. Hein, on verra ça peut-être pour la saison 2. Et tandis que donc Esteban, Tao et Jia disent au revoir à tout le monde. Sans grand lien, faut dire ce qu'il n'y a pas eu de grands liens qui ont été créés. Il aurait pu y avoir un grand lien entre Tao et Maïna, mais étant donné que ça a été tué dans l'œuf, l'épisode où on a introduit son fiancé à Maïna, donc rien de transcendant. Ils disent au revoir à tout le monde, puis au revoir. Voilà. Et c'était correct. C'était une fin qui concluait la plupart des choses, faut dire ce qui est. Le problème, c'est que ça a conclu assez un peu trop vite, hein, un petit peu trop vite. Gaspard et Gomez, punaise, c'était pour leur faire ça. Vous auriez tout aussi bien pu les faire disparaître quelques épisodes plus tôt, que ça revenait au même, quoi. C'est dommage. C'est dommage de pas exploiter vos grands méchants qui sont là depuis le début, hein. Gomez est là, Gaspard est là depuis l'épisode 2. C'est dommage de les exploiter comme ça, histoire de dire, ah, ils sont là, ils se font déjouer connement par un tremblement de terre, merci, au revoir. C'est dommage, vraiment dommage. Et la sous-intrigue du père d'Esteban, c'est la chose la plus développée dans cet épisode, et même là, je trouve que ça va un peu trop vite. On n'a pas mis suffisamment la chose en place pour que je ressente une émotion forte. Il y a un petit quelque chose, mais je ressens pas quelque chose de très très fort non plus. Mendoza et les deux guignols qui disent au revoir à Esteban et compagnie, ça va un peu trop vite pour moi. Il y a des choses qui vont trop vite, voilà. Ça va beaucoup trop vite ce final. C'est toujours un problème que j'ai avec une fin de série, vous avez dû remarquer ça avec mes réacs sur Once Upon a Time. Je ne supporte pas très bien qu'un final de série ne prenne pas le temps.
de se poser, de mettre en place la grande menace, et soit de bien peaufiner son épilogue, soit de bien peaufiner les enjeux, de façon à ce qu'on ressente vraiment quelque chose de fort. Sinon, oui, ça va super vite, et c'est frustrant. Ça a été le cas avec le final de la saison 1 de Once Upon a Time. Je trouve ce final super frustrant. Il y a de très bonnes idées, mais c'est super frustrant parce que ça va trop vite, et à aucun moment on sent que c'est réellement mérité, puisque ça va trop vite. Et là, c'est pas le même niveau, c'est quand même, ils mettent en place la relation Esteban et son père de façon plus satisfaisante que dans le final de Once Upon a Time où tout va vraiment trop vite. Le final de Once Upon a Time saison 1 et saison 2 au passage où tout va vraiment trop vite. Là ça passait encore, mais on aurait pu faire clairement mieux. On aurait pu faire clairement mieux. Donc pas grand chose de plus à dire sur cet épisode. Cette première saison est vraiment sympathique dans sa globalité. J'apprécie énormément le fait que ça ne stagne pas, ça n'arrête pas de bouger, le statu quo ne reste jamais tel qu'il est pendant très longtemps. C'est très fort ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup dans une série, surtout de cette époque où c'était très rare de faire des histoires aussi fil rouge du début à la fin, c'était très bon. Les personnages centraux sont pour la plupart très bien réussis. Esteban et Tao sont très bien foutus, ils ont chacun leur personnalité. J'aime beaucoup le côté inventif de Tao, j'aime beaucoup le côté courageux d'Esteban qui découvre un peu tout ça. Zia est sympathique dans son côté un peu soutien d'Esteban. Après, je fais un peu trop la victime par moment et c'est un peu dommage. Son passé met un peu trop de temps à être dévoilé. Et oui, en dehors de ça, ouais, c'est pas non plus la grande. Elle est pas aussi mémorable, elle fait pas autant impression que nos deux autres héros, même si elle passe tout à fait correctement. Mendoza pète la classe, mon personnage préféré. Je trouve que ça va un peu trop vite, certains de ses moments de développement, mais en dehors de ça, ses motivations et la façon dont il évolue est très sympathique, j'ai beaucoup aimé ça. Nos méchants Gaspard et Gomez avaient une dynamique bon, qui avait besoin d'un peu de temps pour se mettre en place, mais une fois que c'était mis en place, ils étaient sympathiques, ils passaient très bien. C'est ce genre de méchants un petit peu guignol sur les bords avec Gaspard, mais qui arrive à avoir quelque chose. Pareil avec Marine Shea et le docteur, c'était une dynamique assez différente parce que c'était pas le même niveau de confiance, tout à fait la même mentalité, même si les motivations étaient les mêmes. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on passe de l'un à l'autre et qu'on finisse par réunir un peu tout ça. Et le gros problème, c'est les mecs, voilà. Le concept de base, mais vraiment de base, c'est-à-dire une tribu qui veut la technologie des cités d'or pour elle, pour des raisons pas très catholiques, et qui offre vraiment un conflit plus généralisé, et était bonne, mais on est parti trop loin sur l'extravagant avec eux pour moi. On a complètement viré le cadre motivation réaliste et un peu rattachable de personnages avec un truc qui va complètement mais à fond dans la science-fiction. Mais je parle des motivations, je parle pas de la technologie seulement, je parle des motivations qui vont super loin et qui honnêtement ne servent absolument à rien, quoi. Dès lors qu'on voit le final de ces personnages, du peuple Olmec, comme comment c'est instauré à la fin, quoi, super rapidement. Donc, je me dis, leur motivation aurait pu être tout autre que ça aurait été pareil. À la fin, ils se font bêtement engloutir parce qu'ils n'ont pas fait gaffe au fait que l'appareil était instable. Quelle qu'ait été leur motivation, ça aurait été pareil. Ça serait revenu exactement au même, quoi. Leur fin aurait été exactement la même. Donc, si en plus vous jouez même pas de façon notable sur leurs motivations qui sont complètement extravagantes et qui sont assez au perché quand même, si vous jouez même pas là-dessus, et dans l'histoire globale, si ça n'apporte rien techniquement au déroulé de l'histoire, non, voilà, c'est pour ça que les 11 derniers épisodes représentent l'arc de la première saison que j'apprécie le moins. Parce que d'une part, ça part sur un délire qui va beaucoup plus loin que ce qu'on avait avant. Et ce qu'on avait avant, c'était certes accompagné par de la SF, avec le Grand Condor, des trucs un petit peu fantastiques, mystiques, etc. Mais c'était surtout des motivations rattachables, réalistes et simples, mais simples
efficace. Là, c'est des motivations ultra complexes, très alambiquées, je trouve, qui n'apportent rien. Qui rajoute une dimension extravagante, très très superflue à l'histoire, et qui fiche en l'air les méchants qu'on avait avant. Je veux dire, Marinché et le Docteur qui disparaissent comme des merdes, qui ont juste été des faire-valoir au moment où les Olmecs sont apparus, mais vraiment, des faire-valoir au moment où ils sont apparus, c'est les Olmecs, ils ont deux trois épisodes d'apparition pour crever, comme des merdes juste après, et quand ils apparaissent, c'est juste pour être pour les sous-fifres des Olmecs. Il y a, il y a Gaspard et Gomez qui promettaient un peu à leur première apparition, mais au bout d'un moment, c'est les guignols de service qui essayent de tirer leur épingle du jeu sans trop rien apporter. Donc là aussi, et ouais, ça laisse sur une dernière impression, un dernier petit tiers que j'ai trouvé frustrant. Pas mauvais, il y a même un épisode que j'ai adoré dans cet arc, mais globalement frustrant. Parce que voilà, c'était une menace qui allait trop loin pour moi, qui foutait en l'air tout ce qui avait été instauré avant, avec les méchants surtout. Et voilà, superflu. Voilà, j'en ai parlé à plusieurs moments, c'est du superflu. On aurait pu faire quelque chose de moins poussé que ça, et ça aurait été plus efficace. Parfois, le plus fait le moins, et c'est clairement le cas ici. Mais en dehors de ça, il y a eu pas mal de moments d'action forts, de passages, de moments de personnages qui passaient très bien. Nos trois héros principaux, surtout, avec Mendoza, c'était très très bien foutu en de nombreux moments. Ça arrêtait pas de changer d'un coin à l'autre, donc c'était très bien foutu. Et ça reste une conclusion assez satisfaisante, hein, si on veut prendre ça tout à fait indépendamment, ce qui a été le cas pendant une trentaine d'années. Une chose qui m'a bien fait marrer, étant à la toute fin de cet épisode, c'est le narrateur qui fait toujours le petit documentaire de fin, qui nous dit, à la toute fin donc de cette vidéo, de cet épisode et donc de l'épisode final, au revoir, à bientôt. À bientôt pour dans 30 ans où je serai mort. Ouais, formulation, ou alors il a vraiment enregistré les documentaires sans trop savoir à quel moment, à quel moment ça diffusait tel ou tel autre, je sais pas. C'est des petits détails, ça me fait un peu sourire le au revoir, à bientôt à la fin de cet épisode-là. Enfin bon, c'est là que ça se termine, c'était bien. Pas transcendant, en grande partie, parce qu'il y a des idées, je trouve, qui auraient mérité de ne pas être explorées, tout simplement, et que la mise en scène aurait mérité d'être mieux faite. Le gros problème, oui, je n'en ai pas parlé, mais c'est quand même, je pense, le plus gros problème de cette série saison 1, c'est le doublage. Le doublage français, qui déjà n'est pas super fidèle au texte original de la version japonaise, parce que oui, la version japonaise est la version originale. Elle est sortie un an avant la version française. La version française a fait son texte à partir de cette version-là. Donc c'est la version japonaise, la version originale. La version japonaise qui présentait mieux les choses. D'ailleurs, je remercie beaucoup, je ne sais plus qui m'a mis en commentaire le site d'une personne qui a fait tous les comparatifs des différences entre la version japonaise et la version française. Et on se rend bien compte que la version japonaise était loin d'être aussi édulcorée que la version française. Voilà, mais il n'y a pas que ça dans la version française qui me pose problème, le fait qu'on n'ait pas repris bien les bruitages, qu'on ait voulu un petit peu calmer certains trucs qui étaient jugés trop violents pour les Français. Hein, ça c'est chiant aussi, j'ai toujours détesté ce détail-là. En plus donc de ces côtés édulcorés de la version française, il y a aussi le doublage français que je trouve... Alors, il est correct pour certains personnages, Tao, Esteban, Mendoza... Gaspard, j'aime beaucoup le doublage de Gaspard. Les autres mecs étaient bien doublés aussi. Et ouais, Marinche aussi, ça allait correctement. Et en dehors de ça, il y avait beaucoup de personnages où on sentait pas une grande inflexion de la voix. Zia, par exemple. Quand c'était pas trop compliqué, quand c'était pas des émotions trop complexes à faire passer, ça allait. Mais dès lors que ça a essayé d'aller un peu plus loin que ça, on sentait que c'était pas non plus une grande comédienne pour le doublage, hein. Vraiment, hein, désolé pour la comédienne qui double Zia, mais peut-être qu'elle s'est améliorée par la suite, mais dans cette série, il n'était pas génial. Gaspard et Gomez, c'était... c'est pas que c'était mauvais, mais ça a souligné davantage le côté guignolesque des deux personnages qui les rendait encore plus agaçants. Et de nombreux autres personnages secondaires, ci et là, qui étaient
très passables dans leur doublage parce que ouais, peut-être ils n'avaient pas le temps, ils devaient faire le doublage en quatrième vitesse, les personnes concernées, mais c'était pas génialissime. Heureusement que la plupart de nos persos principaux étaient à peu près réussis par rapport à ça, mais à côté de ça, c'était pas sensationnel. Et je regrette vraiment, je le redis une énième fois, de ne pas avoir pu suivre la version japonaise, qui, je pense, aurait été bien meilleure. Quoi qu'il en soit, c'est là que se termine la saison 1, que j'ai vraiment apprécié, qu'on soit bien clair. C'est juste qu'il y avait vraiment de quoi être perfectible, que ce soit par rapport à la version française, ou même la mise en scène de certains points, certains éléments. Si là, c'est pas une série parfaite, mais c'est une série qui suivait, avec une ambition très forte pour son époque, et ça, je respecte beaucoup. Il nous reste donc à voir la suite qui a été faite 30 ans plus tard. Et là, j'ai eu pas mal de commentaires un peu mitigés. Enfin, un peu mitigés. Il y a genre deux ou trois personnes qui disent que c'est une série sous-estimée et que ce serait bien de lui donner un peu un peu plus de valeur, lui rendre un peu les lauriers qu'elle devrait avoir. Et la plupart des autres qui viendront dire, c'est de la merde. Ouais, non, hein, ça fourre l'air la première saison, c'est de l'insulte envers les personnages, wow. Donc ouais, étant donné ma nature plus négative que positive, il y a de fortes chances que je parte dans la direction du deuxième point de vue, mais cela étant, ben, je ne sais pas, hein, je vais rester ouvert d'esprit par rapport à cette deuxième saison et les saisons qui vont suivre, et on verra bien. Cela étant, ouais, j'ai quand même pleinement conscience que cette saison est imperfectible et que avec la façon dont on aborde les séries plus récentes, il y a pas mal de soucis de mise en scène que j'ai eu autour de cette première saison qui risquent de ne plus être présents dans les saisons 2 à 4. Mais c'est pas impossible que ce soit compensé par d'autres problèmes qu'il n'y avait pas dans cette première saison. Mais bon, ça, nous verrons bien quand ça arrivera. Je vais pas me jeter tout de suite dans cette deuxième saison parce que je suis claqué. je m'excuse d'avance, hein, mais je suis réellement claqué là. Et je me sens vraiment pas d'attaque à m'attaquer à cette seconde saison tout de suite. Je pense qu'il va y avoir une petite semaine de battement durant laquelle je sortirai pas de réac sur les mystérieuses cités d'or. Et après, ça sera reparti pour la saison 2, etc. etc. hein. Mais voilà, avec ce mois d'août qui est affreux en termes de température, je vous jure que je suis vraiment pas très chaud à l'idée de me lancer dans ces vidéos-là parce que chaque tournage est une plaie. Et déjà que je suis un peu forcé de les faire pour les vidéos obligatoires, je préfère me lâcher un petit peu, me calmer un peu à ce niveau-là. Voilà, toutes mes excuses à nouveau, mais ce sera, je pense, seulement une semaine de battement. Hein. D'ici la semaine d'après, vous aurez, je pense, les nouvelles réacs sur la saison 2 et ainsi de suite. À très bientôt, merci d'avoir suivi, au revoir.